Goedemiddag aan iedereen. Als secretaris-generaal van Synergrid is het een waar genoegen om jullie welkom te heten op deze tweede webinar die we organiseren rond duurzame ontwikkeling. Nu, alvorens met deze webinar te starten, wens ik jullie te wijzen op het feit dat er vertaling voorzien is. Jullie kunnen dan klikken op de hoortjes die er beneden staan op jullie scherm en daar de taal kiezen. Simplement pour vous dire qu'il y a de la traduction qui a été prévue, il suffit d'appuyer sur le petit écran en bas et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter ce webinaire. Synergrid is een federatie voor netbeheerders voor gas en elektriciteit. Op 27 januari heeft Synergrid en de 9 netbeheerders voor aardgas en elektriciteit de titel ontvangen van SDG Voice 2021 uit de handen van mevrouw Zakia Katabi, minister voor Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal. We zijn hier zeer verheugd over. Want voor ons is het de mogelijkheid om de contacten die we hebben met onze stakeholders te gaan verdiepen en ook om de mogelijkheden die de energietransitie biedt, om die verder in de verf te zetten. Als SDG Voice hebben we de missie gekregen om duurzame ontwikkeling eigenlijk in de aandacht te brengen, om ze toegankelijker te maken, om ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan deze grote uitdaging en ook aan de verwezenlijking ervan. Zorgen voor toegankelijke duurzame energie, dat is namelijk de bestaansreden voor netbeheerders van aardgas en elektriciteit iedere dag. Samen werken we om de transitie naar een meer duurzame energie mogelijk te maken. We staan dan ook klaar om samen de energiewereld van morgen vorm te geven. Een wereld waarin iedereen zal bijdragen aan deze energietransitie en niemand zal vergeten worden. In het kader van onze missie van SDG Voice 2021 organiseren we een aantal webinars. De eerste vond plaats op 27 april en had als thema energiearmoede. Maar vandaag, ons webinar, zal het thema aansnijden van de gasinfrastructuur, vector van het economisch herstel en de transitie. Le secteur de l'énergie fait face à des changements très importants. Afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'accord de Paris, les émissions nettes de CO2 devront être réduites à zéro en 2050. Et pour atteindre cet objectif, une transition énergétique forte devra être mise en œuvre et cela impliquera des changements profonds pour notre économie et pour notre société. Dans le cadre de cette transition énergétique forte, les gaz vont continuer à jouer un rôle important. Si le gaz consommé aujourd'hui se compose presque entièrement de gaz naturel, ce ne sera plus le cas demain. Ce gaz, demain, se composera en 2050 d'un mélange d'hydrogène, de combustibles gazeux dérivés et de biogaz. Outre les avantages écologiques, le gaz naturel présente des avantages en termes de facilité de transport, sur de longues distances et aussi des stockages à des prix abordables. Dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, le gouvernement belge a soumis un plan de relance et résilience à la Commission européenne. Le gouvernement a décidé que cette relance économique de notre pays doit s'inscrire pleinement dans le cadre d'une transition vers une économie plus durable et plus numérique. Ainsi, la construction d'infrastructures d'énergie de nouvelle génération pour la capture de CO2 ou le transport d'hydrogène sont prévus dans ce plan. Nous aurons l'occasion d'entendre M. Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques à ce sujet. Et d'ailleurs, j'en profite déjà pour vous féliciter de cette belle réussite, car nous avons appris hier que la Commission a salué le travail de la Belgique et approuvé le plan au sein duquel les infrastructures de gaz sont bien entendu présentes. Les gestionnaires de réseau ont aussi un rôle à jouer dans cette transition vers un mix énergétique décarboné, car l'infrastructure existante de méthane est un atout stratégique pour notre pays. Et j'aurai donc l'occasion de m'entretenir avec M. Pascal Debuc, CEO de Fluxys, et M. Fernand Griffenet, CEO d'Ores et également président de Synergrid, sur le rôle des gestionnaires de réseau. Mais sans plus attendre, je vous propose d'entamer la discussion avec mes invités. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur le secrétaire d'État et ensuite j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Pascal et avec Fernand. Monsieur le secrétaire d'État, je vous cède volontiers la parole.
Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce midi. C'est effectivement un moment important. Un moment important parce que nous avons introduit notre plan de relance fin avril auprès de la Commission européenne et que hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, était à Bruxelles, à quelques pas d'ici, avec notre Premier ministre Alexander De Croo pour valider et donner son feu vert au plan de relance de la Belgique qui fait une part belle à l'infrastructure et en particulier à l'infrastructure énergétique. Je pense que notre pays est à un carrefour parce que nos sociétés globalement sont à un carrefour important. À chaque révolution technologique, il y a eu des infrastructures qui ont été associées. À la première révolution industrielle, la Belgique était à la pointe, on a construit les canaux, on a construit les premiers réseaux de voies de chemin de fer. Quand on est passé sur une économie dominée par une économie basée sur le pétrole, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a été aussi pionnière pour avoir un réseau dense d'infrastructures pour ce paradigme énergétique. On a construit dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale le réseau d'autoroutes, le réseau d'électricité haute tension et les centrales qui étaient nécessaires pour nous fournir en énergie. Aujourd'hui, la situation, elle est exactement la même. C'est-à-dire que nous avons des objectifs ambitieux, notamment contenus dans les accords de Paris en matière de décarbonation. Et si on veut les atteindre et se donner les chances de les atteindre, au-delà d'un discours parfois un peu vide sur la nécessité absolue de les atteindre, mais sans se donner les moyens, il faut investir massivement dans l'infrastructure publique. Et c'est le rôle du plan de relance d'être une première brique dans cette revalorisation des investissements publics. Alors, aujourd'hui, sur le sujet qui nous occupe, j'aurai 4 messages clés pour vous. Et je vais commencer par les énoncer rapidement avant de les développer. Le premier message, c'est que le gaz naturel va perdre en importance significativement dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. 2, pour autant, d'autres gaz vont continuer à jouer un rôle important. Et il faut anticiper ces mutations dans les prochaines années. Troisième message, le plan de relance vise clairement à accélérer et accompagner cette transition vers la neutralité climatique qui est notre objectif pour 2050. Et je listerai toute une série de projets qui y contribuent. Et le quatrième et dernier message, c'est que le soutien au développement d'une filière et du marché pour l'hydrogène et le CO2 fait clairement partie des priorités. Et j'introduirai le sujet que j'imagine mon collègue Pascal Debuc continuera. Premier message, dans le futur, le gaz naturel perdra en importance. Je pense que c'est une évidence aujourd'hui. Le rôle du gaz naturel sera fortement réduit dans les prochaines années et c'est une nécessité si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation. Comment va-t-on y arriver ? Je pense qu'il va y avoir une réduction de la demande d'énergie. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut aller vers une décroissance, mais je pense que fondamentalement, l'intensité énergétique de la façon dont on crée de la richesse va encore diminuer. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé les dernières années, il y a des choses très encourageantes. On voit par exemple que depuis les années 90, on a eu une croissance de notre PIB de l'ordre de 150%, mais sur la même période, la demande d'énergie a d'abord cru de 10% entre 1990 et 2007, mais depuis 2007, la demande en énergie a diminué globalement de 10%. Ce qui veut dire que sur le temps de moyen terme, 30 ans depuis 1990, l'intensité énergétique, c'est-à-dire la masse d'énergie qu'il faut pour produire une unité de PIB, a diminué de 40%. Et donc c'est la preuve qu'aujourd'hui le débat ne doit pas être entre la croissance et la décroissance, mais doit bien être sur quelle est l'intensité énergétique dans la façon dont on crée de la valeur, dont on crée de la prospérité dans ce pays. Et les chiffres que je viens de citer, je pense, donnent espoir que c'est possible d'y arriver. 2, il faudra graduellement renouveler le gaz par d'autres vecteurs d'énergie, que ce soit l'électricité renouvelable, que ce soit d'autres technologies, notamment les réseaux de chaleur. On va avoir une substitution technologique dans les prochaines années. Et ensuite, pour la part résiduelle de gaz, il faudra graduellement remplacer le gaz naturel par des gaz avec des émissions plus basses ou des gaz sans émissions. Je pense notamment à certains gaz verts ou à l'hydrogène durable.
Cependant, le gaz n'est pas mort. Et on estime qu'il y aura environ 30%, une base résiduelle, de gaz dans la consommation finale d'énergie. Et on a certains use cases pour lesquels ce sera très compliqué de remplacer le gaz. Je parle notamment du gaz qui est utilisé pour chauffer le bâti, là où les réseaux de chaleur, là où l'électrification, là où des systèmes de pompe à chaleur ne seront pas pertinents. Et on sait que pour toute une série de bâtiments, on aura toujours besoin du gaz. Je parle notamment de certaines applications industrielles où les combustibles gazeux resteront nécessaires pour la fourniture de chaleur à haute température. Je parle notamment du gaz naturel liquéfié pour certaines applications dans la mobilité lourde. Et je parle encore de la production d'électricité, notamment pour la capacité en crête et pour faire face aux intermittentes du renouvelable. Donc le gaz va garder une importance de l'ordre de 30% dans le mix pour certaines applications où le gaz restera la source la plus pertinente. Troisième sujet, le plan de relance. Le plan de relance, et ça a été souligné par la présidente de la Commission, Madame Ursula von der Leyen, hier, fait la part belle à la transition énergétique. On est, et je pense qu'on n'est pas suffisamment fiers de ce qu'on réalise en Belgique, mais notre plan de relance est, après le plan de la Finlande, le deuxième plan qui contribue le plus à la décarbonation de son économie. On a environ un projet sur deux dans le plan de relance, 50% des projets qui contribuent à cet objectif, avec notamment des projets d'investissement massifs pour augmenter le taux de rénovation du bâti. On sait qu'aujourd'hui, on rénove environ 1% du bâti chaque année. Et si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation sur les émissions qui sont liées au bâtiment, on doit tripler ce taux de rénovation. On investit près de 3,5 milliards en public et en privé dans des projets liés au plan de relance d'ici à 2026 dans la rénovation du bâti. Par contre, là aussi, il faut être clair que la Commission est extrêmement stricte en matière des technologies qui peuvent être utilisées. Et par exemple, nous avions proposé, dans le cadre du plan de relance, l'installation de gas condensing boilers, ce qui a été refusé par la Commission parce que la Commission est vraiment passée dans un paradigme strict où ce qui est basé sur des technologies, notamment sur base d'énergie fossile, dont le gaz fait partie, est refusé. On va aussi investir massivement dans le déploiement des véhicules électriques. On va par exemple revoir le cadre réglementaire, notamment vous l'avez vu avec la réforme portée par mon collègue Vincent Van Petegem sur la fiscalité des voitures de société pour utiliser le dispositif pour accélérer l'électrification. Aussi en matière d'infrastructure, grâce au plan de relance, on va installer plus de 80 000 bornes de recharge sur le réseau primaire et secondaire d'ici à 2026. On va aussi investir dans ce qu'on appelle le shift modal, c'est-à-dire le transfert de modalités vers des modes de mobilité qui sont beaucoup moins intensifs en carbone, que ce soit dans le rail, 400 millions d'investissements, que ce soit dans les pistes cyclables et pédestres, 400 millions d'investissements, que ce soit dans les réseaux de transport urbain, 200 millions d'investissements. Ma collègue Tine van der Straten, que vous connaissez probablement, porte aussi au sein du plan de relance toute une série de projets assez innovants, notamment pour conserver notre leadership et doubler la capacité d'éoliennes offshore installées avec le projet d'île énergétique en mer du Nord, qui est un projet pionnier et financé via un partenariat public-privé, mais notamment via 100 millions du plan de relance. Et enfin, et on y reviendra avec Pascal Debuc, les investissements concernant l'infrastructure pour la capture du carbone et le transport du CO2. Et donc là, encore une fois, on le voit à travers ces différents projets, et ça a été vraiment une volonté partagée au sein du gouvernement. Il y a près de 1 projet sur 2 du plan de relance qui adresse cette question de la transition, et on peut se réjouir en Belgique, avec 50% des projets, d'être un des plans les plus verts en Europe, ce qui montre que notre pays est aujourd'hui un pionnier en la matière et veut rester dans les prochaines années un pionnier. Si maintenant on regarde la question plus précise des investissements dans l'hydrogène et dans la capture du CO2, nous avons réfléchi dans le cadre du plan de relance en 3 axes. Premièrement, cette technologie nécessite des investissements industriels en matière de recherche et développement
et en matière de ce qu'on appelle First Industrial Development, pour s'assurer que les technologies quittent les laboratoires et trouvent des applications industrielles. Et là, les 3 régions du pays, que ce soit la Flandre, que ce soit la Wallonie, que ce soit la région bruxelloise, ont alloué une partie de leur enveloppe du plan de relance sur ces développements des nouvelles technologies sur base de l'hydrogène, notamment. Ça représente au total pour la Belgique 365 millions d'investissements publics, et souvent les projets sont montés comme des PPP avec des leaders industriels en Belgique. Par exemple, pour n'en citer qu'un, le projet Hydrogen to Grid National Living Lab, qui est porté notamment par Sibelga, Fluxys et John Cockerill, illustre un bon exemple de projet de ce type. Deuxièmement, je pense que le rôle du secteur public est aussi de créer un cadre réglementaire clair et prévisible. Et en matière d'hydrogène et de transport de CO2, il y a une nécessité d'avancer vite et clairement dans les prochaines années. Et le plan de relance européen, vous savez qu'il n'y a pas que des projets d'investissement, il y a toute une série de réformes. Un pan important des réformes et des engagements qui ont été pris vis-à-vis de la Commission européenne sont d'établir un cadre réglementaire clair ainsi qu'un système de certification pour l'hydrogène vert. Ensuite, le troisième aspect, après le financement de la R&D et des premiers développements industriels, le cadre réglementaire, un troisième aspect important est le développement de l'infrastructure. Et donc, via le plan de relance, on a essayé de résoudre un problème qui est un problème de chicken and egg. Quelle est la poule, le rapport entre la poule et l'œuf? Qui vient en premier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge des industriels, ils disent potentiellement je peux développer des applications, mais j'ai pas d'infrastructure nécessaire. Et quand on parle au réseau, aux gestionnaires de réseau, et on entendra Pascal Debuc juste après, dit tiens mais moi je développerais bien un réseau, mais les applications industrielles et la demande restent assez faibles. Et donc c'est pour ça typiquement qu'on a besoin d'investissements publics pour initier, et c'est ce qu'on va faire avec le plan de relance. On va investir 95 millions dans les premiers kilomètres d'infrastructures. Ce qui va représenter jusqu'à 260 kilomètres de nouvelles infrastructures pour résoudre ce problème de chicken and egg. Alors, quels sont les principes qu'on utilise pour développer cette nouvelle infrastructure? Je pense qu'il y a 6 principes qu'on approche. C'est 1, raisonner en termes de clusters pour développer l'infrastructure, avec notamment des premiers clusters qui devraient se développer autour de 4 localisations en Belgique: Anvers, Gand, Charleroi, la vallée de la Sambre, et Liège et la vallée de la Meuse. Deuxième critère, c'est de travailler sur base des besoins réels exprimés par les industriels et les besoins du marché en termes de transport. Troisième principe, un principe de co-investissement, donc de voir quels sont les projets sur lesquels on peut avoir des principes de co-investissement entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs finaux. Quatrième principe, c'est l'efficacité par rapport au coût. Et on sait qu'il existe en Belgique toute une série d'infrastructures de transport de gaz qui peuvent être rétrofitées pour transporter d'autres types de molécules. Et là où c'est possible, cette réutilisation de l'infrastructure existante devrait être favorisée. Et le dernier principe pour le développement de ce réseau est l'open access, c'est-à-dire essayer, dans la mesure du possible, d'ouvrir l'accessibilité au réseau pour qu'un maximum de partenaires et de parties intéressées puissent y accéder. Donc merci beaucoup pour votre attention et comme vous voyez, des développements passionnants dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Dermine pour cette intervention très très intéressante. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais d'abord m'entretenir avec Monsieur Pascal Debuc, CEO de Fluxys, et Monsieur Fernand Griffenay, CEO d'Ores et également président de Synergit, sur le rôle des réseaux dans ce beau défi qui se présente à nous. Pascal, laten we met jou beginnen. Welke grote infrastructuurwerken staan er op de agenda van Fluxys voor de komende 10 jaar? En dat gaat natuurlijk heel wat uitdagingen met zich meebrengen. Kan je ons daar wat meer over vertellen, alsjeblieft? Ja, dank u Berenice. Merci pour cette belle introduction. Inderdaad, in ieder geval, het is de ambitie. En ik hoop dat we veel infrastructuurwerken kunnen uitbouwen die inderdaad de energietransitie kunnen faciliteren, kunnen dragen. Dat is heel belangrijk. 10 jaar lijkt heel ver weg, maar eigenlijk in onze sector, zeker in infrastructuurwerken, is eigenlijk
10 jaar gelijk aan morgen. Dus wij moeten daar nu mee starten, we moeten daar nu werk van maken in alle snelheid. En er is heel veel werk op onze planken. Men is momenteel nog in bespreking rond het regulatoire kader. Bepaalde financiële hefbomen zijn nog in bespreking, zijn nog niet toegekend. Dus heel wat elementen die in ontwikkeling zijn, die veelbelovend zijn, maar uiteraard die nog wat werk vereisen. Maar hoe dan ook kunnen we ervan uitgaan, en de staatssecretaris is er inderdaad al naar verwezen, is dat we een evolutie gaan zien van het bestaande aardgasnet. Dat is een feit dat zeker is. En we zien eigenlijk hier verschillende parallele netwerken die nodig zullen zijn om die energietransitie te faciliteren. Uiteraard, eerst en vooral, aardgas zal evolueren naar koolstofneutrale moleculen. En vriend en collega Fernand zal er zeker op terugkomen. We spreken daar over biomethaan, we spreken over, laten we maar zeggen, componenten die volledig mengbaar zijn met aardgas. Maar daarnaast zien we een evolutie en een noodzaak aan nieuwe moleculen, of nieuwe moleculen in termen van gebruik, zoals bijvoorbeeld waterstof, die zeker bij de oplossingen tussen de oplossingen zal behoren. Ook andere moleculen of andere oplossingen zijn deel van de oplossing, zijn belangrijk en zullen infrastructuur vereisen, zoals het transport van CO2, waar we over spraken. Eén ding is zeker, energietransitie, en Europa gaat daar ook van uit, zet dit ook vast in zijn visie. We gaan uit van een combinatie tussen enerzijds moleculen en anderzijds elektronen. En wat betreft die moleculen natuurlijk is het thema waar we vandaag over spreken. Moleculen zullen noodzakelijk zijn voor bepaalde toepassingen in bepaalde situaties, ook als er te weinig zon en te weinig wind is om die hernieuwbare voldoende elektriciteit te gaan opwerken als dusdanig. De visie van Fluxys sluit zich daar volledig op aan en het is onze bedoeling om dus inderdaad een backbone geleidelijk aan te gaan creëren, een backbone zowel van waterstof als CO2 en dit in functie, maar anticiperend op de behoeften van de markt. Dus inderdaad, het chicken-and-egg probleem is een van de uitdagingen die we willen anticiperen, die we willen vermijden. En in het verlengde hiervan focussen we ons vandaag op de industrie. Op de industriële zones, opnieuw, de staatssecretaris heeft daarnaar verwezen, als we kijken naar zones zoals Antwerpen, als we kijken naar Noordseapoort, als we kijken naar bepaalde regio's rond het Luikse, rond Charleroi, dan hebben we daar densiteit, een hoge densiteit van industrie, met dus uiteraard heel veel effecten op eerste infrastructuur, of met eerste infrastructuur op de reductie of de impact op de CO2-reductie. Dus met andere woorden, dat is onze eerste focus waar we naar kijken en waar we mee verder willen werken. Maar vrij snel moeten we die infrastructuur met elkaar gaan verbinden, zodat er een ware markt kan ontstaan, maar ook verbinden met onze buurlanden. En onze buurlanden brengt mij tot onze historische rol. Ook daar sluit ik volledig bij aan. België heeft in het verleden een heel mooie rol gespeeld in het kaart van, in de context van bijvoorbeeld aardgas. Vandaag is België een echte draaischijf wat betreft de Noordwest-Europese markt, dankzij onze infrastructuur in zaken aardgas. We moeten die rol blijven doorstarten, zal ik bijna zeggen, in die nieuwe energie, in die nieuwe energietransitie. En wij hebben daar alle troeven voor in handen. We hebben de infrastructuur die er is, we hebben zeebruggen, maar ook de andere havens als toplocatie. We hebben de know-how, dus laten we daar ook werk van maken. In die context zijn we reeds gestart met meerdere projecten als Fluxys, om ons daarop in te schrijven. En zijn we met verschillende partijen aan het kijken wat de stand van zaken is, waar ze staan, wat hun ambities zijn, om hen ook te helpen in die context. En een van de zaken is uiteraard dat we gaan kijken naar wat er vandaag leeft in de markt en welke infrastructuur over het volledige land zullen we moeten bouwen. Een mooi element in die context is dat we inderdaad de bestaande infrastructuur voor een gedeelte kunnen refitten, kunnen hergebruiken. Wat uiteraard een belangrijk aspect is om de kostprijs beheersbaar te houden, althans wat de infrastructuurfactor betreft. Er zijn dus nog heel veel onduidelijkheden, maar we zijn goed gestart en we zijn goed op weg om inderdaad die energietransitie in te zetten. En één ding is zeker, infrastructuur zal nodig zijn en is no regret, zeker in bepaalde regio's. Heel erg bedankt, Pascal. Fernand, je me permets de tourner vers toi. Un petit peu la même question. Pascal vient nous dévoiler les ambitions de Fluxys. Quels sont les défis que tu vois pour les gestionnaires de réseaux de distribution? Avant de voir des défis, je voudrais voir des opportunités pour les gestionnaires de réseaux de distribution dans cette transition énergétique que l'on évoque. Et je voudrais peut-être la rendre un peu plus tangible et un peu plus concrète. Rien contre la Commission européenne, surtout pas aujourd'hui, Monsieur le Secrétaire d'État, ni contre les consultants, mais transition énergétique, c'est un peu un slogan. Allons voir ce qu'il y a derrière.
Pour moi, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, j'y vois trois choses, trois autrement, si je puis dire. Premier élément, c'est de produire de l'électricité, bien sûr, mais sans doute aussi de l'énergie. On parlera de biométhane tout à l'heure, autrement que comme on l'a connu dans le passé, ces grosses centrales centralisées, raccordées à un réseau de transport qui concernait très peu la distribution. Aujourd'hui, le principal mode de production, d'électricité significatif en Belgique est directement raccordé au réseau de distribution. Ça vous paraît étonnant, mais sur le réseau d'Ores aujourd'hui, qui n'est pas le plus grand des gestionnaires de réseaux de distribution en Belgique, mais nous avons l'équivalent de 2 centrales nucléaires qui sont raccordées. Donc voilà, c'est totalement significatif lorsqu'on prend le problème ainsi. Premier élément, produire de l'électricité désormais sur le réseau de distribution. Le deuxième autrement, c'est se chauffer autrement. Alors, se chauffer autrement, en Belgique, on a connu, moi je commence à me faire un peu vieux, donc quand moi je pense à ce que j'ai connu comme chauffage, c'était essentiellement le mazout. Je viens d'un petit village du Condro liégeois où il y a malheureusement pour moi pas de distribution de gaz naturel. Mais allez, grosso modo, c'est le mazout là où il n'y a rien d'autre, c'est le mazout ou le gaz là où il y a le gaz, et puis quelques autres filières, mais nettement plus marginales. Aujourd'hui, avec des maisons nettement plus passives, consommant nettement moins d'énergie, avec des pompes à chaleur nettement plus performantes, on va avoir également une possibilité de chauffer l'habitat belge avec de l'électricité. Et le troisième autrement, c'est se déplacer autrement. À nouveau, à mon âge, on avait l'habitude de choisir une voiture électrique, une voiture diesel ou une voiture à essence, selon grosso modo le nombre de kilomètres qu'on faisait par an. Aujourd'hui, évidemment, tout cela change. On a d'abord développé pas mal en Belgique le CNG, le gaz naturel comprimé, pour essayer de compléter la panoplie des carburants. Et aujourd'hui, je ne dois pas vous le raconter, on en sort tous d'un an, j'espère qu'on en sort d'ailleurs, d'un an et demi de Covid où presque tout le monde a été acheter son vélo électrique. On voit la percée des véhicules électriques. On a entendu le secrétaire d'État nous expliquer les initiatives de son collègue des Finances. Très clairement, eh bien, j'ai souvent tendance à dire là également qu'on allait faire le plein chez Total, chez Kuwait ou chez Shell. Eh bien, demain, on fera le plein chez Ores, ou chez Sibelga, ou chez Reza, ou chez Fluvius. Tout ça, évidemment, sont bien sûr des défis, tu as raison de le dire, Bérénice, mais ce sont surtout des formidables opportunités pour nos entreprises. Si on arrive à être présent au bon moment pour répondre à tout cela, je pense qu'on a un bel avenir. Donc ça, c'était le premier message que j'avais envie de souligner. J'en ai 4, comme le secrétaire d'État, tiens. Mais les 3 autres seront plus courts. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, mais cela a été fait, le gaz, oui, mais sans doute pas le même gaz qu'aujourd'hui. D'abord, premier élément, je ne crois pas au tout électrique. Je ne pense pas que ce sera la seule énergie que l'on aura demain. Alors, toujours la question, c'est demain, c'est quand, quoi? Demain, c'est quand? Pascal nous disait que dans 10 ans, pour lui, c'est demain. Peut-être que pour d'autres personnes, demain, c'est vendredi. Et pour d'autres, c'est plus loin encore. Donc ça, évidemment, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est demain. Je pense que dans les années qui viennent, un certain gaz a encore une place, et mes 2 collègues en ont bien parlé, un certain gaz a encore une place. À nous, évidemment, de faire en sorte que ce gaz soit le plus durable possible, bien évidemment, mais on parlera de biométhane, c'est quelque chose de réalité que nous connaissons bien sur les réseaux de distribution, on en parlera tout à l'heure. Donc, à nous de faire en sorte que ce gaz soit le plus durable possible. Et je vais à mon 3e élément. La première façon de rendre le gaz durable, c'est d'utiliser nos infrastructures. Du gaz dans un camion sur une autoroute, c'est pas la meilleure façon de décarboner. Du gaz dans un réseau de transport, du gaz dans un réseau de distribution, c'est déjà nettement, sans même rien toucher au gaz dont on parle, c'est déjà quelque chose de nettement plus durable. Donc, premier élément, utilisons les infrastructures. Le secrétaire d'État a eu la gentillesse de rappeler que notre pays a une longue tradition de développement performante d'infrastructures, pas seulement que les infrastructures énergétiques, mais en tout cas aussi d'infrastructures énergétiques. Profitons de ces infrastructures. Je pense que la pire des choses serait de renoncer. Moi, je pense vraiment que quand on a une infrastructure existante, avant de penser par quoi on va la remplacer, essayons de nous demander comment on peut l'utiliser. Si elle est performante, bien évidemment, mais je pense que de ce point de vue-là, on l'a. Donc, les grands défis des distributeurs. Deuxième élément, le pas tout électrique, mais un certain gaz qui conserve un rôle. Le troisième élément,
l'importance de l'infrastructure comme premier facteur, tellement évident qu'on ne le dit plus, comme premier facteur de décarbonisation. Et puis, mon dernier élément, c'est une durabilité locale que l'on veut. Et là, évidemment, qui mieux qu'un gestionnaire de réseau de distribution peut parler de durabilité locale? On expliquera tout à l'heure ce que c'est un projet de biométhanisation, comment c'est justement quelque chose de local. On pourrait parler aussi de communautés d'énergie renouvelable, qui sont des espèces de circuits courts de l'énergie, de l'électricité. Voilà, je pense qu'on peut mettre le réseau de distribution au cœur d'une durabilité locale. Merci beaucoup, Fernand. Pascal, ik kom terug bij jou. Ik hoor enerzijds de ambitie van Fluxys, transport, grote projecten. Ik hoor ook de ambitie van de netbeheerders, distributienetbeheerders, het lokale. Klimaatuitdagingen zijn gigantisch. En ik zou zeggen, samenwerking is daar ook een belangrijk element in. Dat is iets dat we zeer goed kennen binnen de sector. Transport en distributie heeft historisch altijd samengewerkt om ervoor te zorgen dat de energiebevoorrading zou kunnen gebeuren. Gaat er iets in veranderen vandaag en na de transitie? Ja, dank u, Berenice. Ja, inderdaad, transport en distributie hebben altijd naadloos samengewerkt. En we vervoeren hetzelfde product, weliswaar met een ander einddoel, maar we zijn distributie over het algemeen het verlengde van het transport gegeven. Morgen, energietransitie, is natuurlijk vroeg om daarop te anticiperen, maar ik herhaal vaak in dergelijke discussies, energietransitie is een en-en-en verhaal. Dus de vraag is een beetje, we hebben verschillende sectoren die we dankzij onze infrastructuur bedienen. We hebben uiteraard de industrie, we hebben de huishoudens, we hebben de elektriciteitsproductie. Dus de vraag is een beetje, welke oplossing zal voor welke sector de meest aangepaste zijn. En we kunnen niet uitsluiten inderdaad dat er een evolutie is waar die unieke oplossing vandaag voor die drie sectoren, toch wat betreft aardgas, dat die zal evolueren naar een meerdere oplossingen in functie van de behoeften. Maar zoals ik al zei, dat is vandaag eigenlijk vroeg om te anticiperen. In elk geval, de ambitie van de distributienetbeheerders en van Fluxy is om de klimaatdoelstellingen te bewerkstelligen, om die na te leven, om die na te streven. En een eerste gemeenschappelijk punt reeds vandaag, en Fernand heeft er iets naar verwezen, is het vergroenen van het aardgas as such. Er is heel wat potentieel, we hebben daarnaar verwezen, om biomethaan te creëren. Morgen is dat misschien synthetisch methaan en dergelijke meer. Dit vereist een naadloze, nauwe samenwerking en dat noodzaakt ook nieuwe modellen tussen enerzijds de distributienetbeheerders en anderzijds de transportnetbeheerder. Het aardgas in casu wordt, of het gas in casu, geen aardgas meer, maar biomethaan, wordt op een andere plaats lokaal geproduceerd, met als gevolg uiteraard dat de flow, dat de vloei van het aardgas niet komt van de grens naar de eindconsument, maar vertrekt van de eindconsument die op dat moment, zoals bij zonnepanelen, prosument wordt, dat die terugvloeit in het net. Uiteraard betekent dit een volledig ander model. En er zijn reeds voorbeelden vandaag in onze markt als dusdanig. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat in de toekomst die nieuwe moleculen op een bepaald moment in die distributie een bepaalde rol zouden kunnen spelen. Vandaag te vroeg om daarop te anticiperen, maar in elk geval de samenwerking tussen distributienetbeheerders en de transportnetbeheerder blijft cruciaal en blijft voor mij topprioriteit in die energietransitie. Fernand, je suppose que tu veux rajouter quelque chose? D'abord, confirmer ce que Pascal dit. Désolé pour les auditeurs s'ils voulaient du débat et de la contradiction entre Pascal et moi sur ce sujet-là. En tout cas, il n'y en aura pas beaucoup. Confirmer tout ce que Pascal vient d'indiquer, évidemment. Et deuxième, dire ceci. J'ai la chance depuis un petit mois maintenant d'être le président de Synergrid, qui est, comme tu l'as dit, Bérénice, la fédération des entreprises de réseau énergétique en Belgique. Je pense que le principal rôle et la principale valeur ajoutée que peut avoir Synergrid, c'est justement, même si ce n'est pas toujours facile, faire en sorte que les entreprises qui composent Synergrid continuent toujours à travailler ensemble. Et j'ai presque envie de dire, à faire passer avant leur intérêt propre, l'intérêt collectif. Une activité de gestion de réseau, c'est d'abord et avant tout une activité de service public. Je le pense vraiment, même si, bien évidemment, il y a des activités commerciales, et il y en a sans doute plus en transport qu'en distribution. Mais l'ADN premier d'un réseau, c'est de relier des gens, c'est de relier des entreprises, c'est de faire de la solidarité au sein d'une collectivité. Et donc, pour cela, je pense vraiment que c'est pas un choix de faire des partenariats, c'est un devoir pour nous. C'est ce qu'on attend de nous.
savez, c'est un peu bateau, mais les citoyens, les entreprises, les industries, quand elles ont un problème énergétique, elles ne se demandent pas si c'est du gaz, de l'électricité, du transport ou de la distribution. Elles ont un problème, elles veulent une solution. À nous de le rapporter ensemble, en faisant passer d'abord le besoin de celui qui nous interpelle avant nos intérêts. Et puis, bien évidemment, on est des entreprises distinctes. On a la chance d'avoir plus ou moins les mêmes actionnaires. Bien sûr, certains sont cotés, bien sûr, ont d'autres actionnaires, mais le socle actionnarial de nos entreprises est quand même très proche. Tout ça doit nous donner cette responsabilité de travailler ensemble. Alors, plus concrètement, tu l'as dit, biométhanisation. Il y a un potentiel de biométhanisation. Comme j'ai vu les questions avant, je crois que c'est la question qui suit, donc voilà, j'annonce déjà. Un système de biométhanisation, si on veut le développer tout seul au sein de la distribution, sans Fluxys, c'est évidemment l'échec assuré. Pourquoi? Mais parce que, un peu comme les panneaux photovoltaïques qui ne produisent pas toujours, comme on dit, au moment où on en a besoin, une production de biométhanisation est assez stable pendant l'année, une consommation de gaz en distribution, c'est tout sauf stable pendant l'année. Donner une information extraordinaire pour ceux qui ont la chance d'écouter cela, vous serez beaucoup plus compétents après m'avoir entendu. On consomme plus de gaz en distribution en hiver qu'en été, pour la bonne et simple raison qu'il fait plus froid l'hiver que l'été et qu'on se chauffe donc plus à ce moment-là. Ça, c'est un scoop. Bien évidemment, on n'a pas trop de problèmes pour absorber sur une boucle de distribution du biométhane. Dès que l'été arrive, les choses deviennent un peu plus compliquées. Si on le fait tout seul, on fait quoi? Une torchère, comme à la bonne époque? Non. Toute l'intelligence, c'est d'avoir ce qu'on appelle des techniques de rebours que Fluxys a développées et est venu développer à proximité de nos réseaux pour que justement on puisse réutiliser le réseau de transport pour élargir, j'ai envie de dire, l'aval de la production de biométhanisation. Ça, ce sont évidemment des partenariats très concrets qui tout simplement permettent le développement d'une filière qui n'existerait pas si on ne se parlait pas et si on ne faisait pas ensemble. Et puis, je suis persuadé de tout ce que tu as dit. Bien évidemment, je pense que, en termes de CO2, en termes d'hydrogène, etc., Fluxys est plus au cœur du problème dans un premier temps, mais j'entends parler quand même de bassins, en Flandre, en Wallonie, d'entreprises. Je suis convaincu qu'il y aura, on est évidemment beaucoup plus sans doute là-dedans pour des industriels et pour des entreprises, mais qu'il y aura, si on veut réussir cela, comme je viens de l'indiquer pour le biométhane, tout intérêt à faire des partenariats entre le réseau de transport et le réseau de distribution pour donner le meilleur avenir possible à ces filières-là lorsqu'elles sont tout à fait disponibles. Merci Fernand. Tu as déjà touché plusieurs fois le biométhane. Je crois que ça vaut la peine aussi de s'attarder un petit peu sur ce sujet. Quel est à ton avis le potentiel maximal de biométhane dans cette transition? Et j'aurais ensuite une question similaire pour Pascal. C'est plutôt quel est le mix énergétique belge et comment vois-tu ou comment Fluxys voit les choses? Mais d'abord à toi, Fernand, pour le biogaz. Alors, c'est très perturbant de donner le message qu'on m'avait proposé de donner, alors que je vois devant moi une question qui manifestement interroge un peu, peut-être même les chiffres qu'on m'a donnés. Mais ça, c'est tout l'intérêt de ce webinaire, c'est effectivement de voir au fond ce qu'on doit retenir comme étant raisonnable pour des matières où il faut avoir la modestie de dire qu'on ne sait pas. On peut calculer, on peut faire des études, et j'ai des chiffres. On a des gens sérieux, une SBL qui s'appelle Valbium qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui nous parle d'un potentiel de 16 à 18 TWh sur une consommation totale de 93. Au final, et c'est ça qui est intéressant, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a à s'accorder sur le fait que la biométhanisation a un potentiel significatif dans les besoins énergétiques du futur tels qu'on est en train de les décrire. Perdre beaucoup de temps à aller beaucoup plus loin pour essayer de savoir quel est le potentiel réel, est-ce que c'est pas perdre son temps finalement? Est-ce qu'on n'attend pas autre chose de nous? On attend quoi de nous? Qu'on commence par raccorder et à permettre aux entrepreneurs, parce que ce sont bien d'entrepreneurs dont il s'agit, qui ont des projets par rapport à ce type de production de gaz, d'avoir une infrastructure à leur disposition, parce que très clairement, c'est la disponibilité de nos infrastructures, je viens de le dire, qui permettra de réaliser les projets. On en a aujourd'hui 5, Merckx Place Anvers, Fleurus, Kevi, Fran, Legosli, donc on en a un peu partout en Belgique, si je puis dire. Il y a surtout énormément de projets dans les cartons. Alors voilà, désolé, mais je connais un peu mieux la Wallonie que je ne connais la Flandre. On sait qu'en Wallonie, la biométhanisation a un potentiel tout particulier. Parler de circuit local aussi, je pense que c'est aussi une possibilité
il y a un problème énergétique évidemment là derrière, mais il y a aussi un problème d'activité économique dans une région qui n'est pas toujours favorisée. Donc je pense qu'il faut aussi bien avoir ces deux éléments présents à l'esprit. Pourquoi ? Pour encourager le projet et se faire en sorte qu'il devienne possible. C'est vraiment ce que mon entreprise Orez, par exemple, fait tous les matins, mais je sais que les collègues de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie font exactement pareil. Je voudrais juste insister sur un petit élément. Alors là, on ne l'a pas mis dans mes notes, mais c'est un qui me tient à cœur. Pourquoi ? Évitons les lendemains de veille, si vous voyez ce que je veux dire. Évitons la gueule de bois. Il vaut mieux savoir avant ce qui va se passer après. Ça évite des surprises. Je prends l'exemple photovoltaïque. Un des constats qu'on fait aujourd'hui en Belgique, fondamentalement dans les 3 régions, c'est pas qu'il ne fallait pas le faire. Je pense qu'on a eu raison de mettre en place des systèmes qui ont permis le déploiement du photovoltaïque tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il fallait peut-être un peu plus clair dès le début sur ce que ça voulait vraiment dire. Et quand on a inauguré la station de Fleurus, moi j'ai dit très clairement, le ministre Borsu était là, le ministre Henry était là, j'ai dit très clairement, il faut savoir que ça coûte plus cher qu'un mégawattheure de gaz que j'achète chez Fluxys et que Fluxys me livre. Oui, il faut en être conscient. Ce sont des projets qui ont un surcoût justifiable, évidemment, par toute une série de raisons. Je pense qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Il faut être très clair pour éviter justement la gueule de bois du lendemain. C'est-à-dire de se dire, ah si on avait su, on n'aurait pas fait ça. Essayons de bien savoir ce qu'on fait, puis assumons nos choix. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Je suis en train de vous dire, faisons-le en sachant pourquoi on le fait. Pascal, wens jij iets toe te voegen? Ik kan er nog veel aan toevoegen natuurlijk. Maar ik zal misschien antwoorden ook op een vraag die ik gezien heb indirect en op jouw vraag, Berenice. Wat is het potentieel van welke moleculen? Dat is impliciet uw vraag. Het is niet aan Fluxys om dat te antwoorden. Fluxys zijn antwoord moet zijn welke infrastructuur is nodig op welk moment, zodanig dat die moleculen die nodig gaan zijn, kunnen vervoerd worden, kunnen verbruikt worden. Dat is de vraag. En dat is juist wat we doen vandaag. We doen onze commerciële tour doorheen België, naar alle industrieën in eerste instantie, maar later ook breder. Elektriciteitsproductie inbegrepen. Geachte investeerders, geachte energieverbruikers, wat zijn jullie plannen? Waar wensen jullie naartoe te gaan? Welke infrastructuur zal u nodig hebben voor welke moleculen? Het is aan ons om dat in te vullen en dat is een antwoord op de vraag, geen infrastructuur te bouwen, geen lege autoroutes. Zoals ook de minister van Energie, Tine van der Straten, terecht naar voren schuift. De bedoeling is infrastructuur kip en ei tijdig te bouwen, dus niet te laat te zijn, maar uiteraard gebaseerd op informatie van het terrein, echte behoeften die zullen ontstaan, maar natuurlijk ook. Welke infrastructuur dan nodig zal zijn, is dan een tweede vraag, voor welke moleculen, met andere woorden. En dat is een verhaal, zoals ik al zei. Het is een functie van het gebruik en de kwaliteit, de intrinsieke kwaliteiten van elke molecule, dat de verbruiker zelf zal beslissen in welke richting, de markt zelf zal beslissen in welke richting het zal gaan. En dat is geen stilstaand verhaal. Ik zie dat de R&D, dat het onderzoek daar vandaag razendsnel evolueert. Waar we gisteren spraken over aardgas vervangen door biomethaan en waterstof, spreken we vandaag ook over ammoniak, spreken we vandaag over methanol, spreken we vandaag en zo verder. Ik kan zo nog verder doorgaan. In elk geval, het is aan ons om te zien dat onze infrastructuur zo veelzijdig mogelijk is. Eerst en vooral het hergebruik van onze infrastructuur. Als wij nieuwe infrastructuur bouwen, die gaan we uiteraard proberen die infrastructuur compatibel te maken, bijvoorbeeld met aardgas in eerste instantie, die dan biomethaan kan worden, maar ook bijvoorbeeld met waterstof. Zodanig dat wij een antwoord geven op tijd aan de markt. En dus dat is denk ik heel belangrijk. En een laatste opmerking eraan toe te maken. We hebben hier een evolutie van een combinatie van elektronen en moleculen. Ik denk dat die twee meer en meer moeten samengelezen worden. Het is een energiesysteem in zijn totaliteit die veel meer dan vroeger communicerende vaten zal zijn, zeker naar aanleiding van de hernieuwbare, het groei van de hernieuwbare die op een bepaald moment onzeker wordt. Dus de moleculen, enerzijds, die daar kunnen ter beschikking zijn op het moment dat de hernieuwbare elektriciteitsproductie misschien wat minder sterk staat. En zoals Fernando ook zei, dat zijn communicerende vaten. Dus voor mij één benadering, zowel moleculen als elektronen, is deel van het vraagstuk van de toekomst en is heel belangrijk. En tout cas, merci messieurs pour cet entretien très constructif. Je retiens surtout que les réseaux sont véritablement clés dans la transition énergétique et que les molécules, nous en aurons encore besoin demain dans le système énergétique de demain.
Ik stel nu voor om tot het derde deel van ons webinar over te gaan en naar de vragen, naar een aantal vragen te gaan kijken. Er zijn er intussen al wat binnengekomen via de vraagfunctie. En ik zal die stellen aan de verschillende panelleden. Mais avant de faire cela, je me tourne vers vous, Monsieur Dermine. Vous avez entendu l'intervention de Monsieur De Buc et de Monsieur Griffney. Souhaitez-vous donner un commentaire par rapport à ce que vous avez entendu? Non, je trouve ça passionnant et on se rend compte que les gestionnaires de réseau que vous représentez ont un rôle absolument central dans la transition et dans l'anticipation des évolutions du mix énergétique. Alors effectivement, et on le voit, il y a encore une certaine incertitude et c'est tout à fait normal sur l'évolution précise du mix, mais en tout cas, ce qui est important, et j'ai bien aimé ce que tu disais dans ta dernière intervention, Pascal, le rôle ici, c'est d'être prêt aux différentes éventualités et de pouvoir rapidement avoir l'infrastructure qui permet de supporter le mix optimal, tout en sachant qu'il y a une incertitude aujourd'hui. Et donc, nous, en tant que pouvoir public, on a deux rôles. Un, c'est de donner de la prévisibilité et de dire on s'engage dans ce mouvement-là résolument et on va travailler et créer le cadre réglementaire et résoudre les échecs de marché là où il y a des chicken and egg issues pour introduire la marche. Et deux, c'est faire confiance aux opérateurs, faire confiance aux opérateurs de réseau pour que l'infrastructure suive et qu'on puisse construire les bonnes applications industrielles qui iront dans ce sens qui est une marche évidente pour moi. J'ai encore une autre question pour vous. Vous en avez déjà parlé pendant votre intervention en disant que la Belgique avait choisi pour un plan résolument vert, durable, et qu'on était parmi les meilleurs, je dirais, en Europe. Est-ce que vous voyez, est-ce que le plan de la Belgique se compare avec ceux des autres États membres? En particulier, y a-t-il dans les plans des autres États membres également le CO2 ou l'hydrogène qui sont mentionnés? Je pense qu'il faut souligner le rôle extraordinaire que la Commission européenne a joué. Et la Commission européenne a joué un rôle extrêmement fort, non seulement pour inciter les États membres à aller vite. La communauté européenne est généralement décrite un peu comme une lourde bureaucratie. Ici, ils ont dû faire travailler 27 États membres sur des plans de relance avec un niveau d'ambition en termes de financement jamais vu. Et avec une rapidité jamais vue. C'est-à-dire qu'on a dû, en moins d'un an, faire valider les budgets, exécuter et faire le design des plans. En Belgique, on a même été plus vite parce qu'on a fait ça en 8 mois. Et l'Union européenne a joué un rôle extrêmement fort et a été extrêmement prescriptive dans les guidelines qui ont été donnés aux États membres pour s'assurer que, malgré des différences nationales qui sont normales, il y ait tout à fait des directions fortes. Et donc, on retrouve ces questions de transition dans tous les pays. Il y avait un minimum de 37% des projets qui devaient être verts. La Belgique, on est à 50% et je pense qu'on est le second État avec la plus grande proportion de verts. Mais aussi des guidelines très claires en matière de quelles sont les technologies, quelles sont les orientations qui doivent être prises, et notamment en matière d'hydrogène et de capture du CO2. Donc, je ne pense pas que tous les États membres ont un volet sur ces technologies-là, mais en tout cas, les grands pays, et pour ce qui concerne la Belgique, les grands pays qui nous entourent, principalement les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, ont ces dimensions-là. Et c'est très important pour la Belgique parce que la Belgique est un petit pays ouvert, très interconnecté et ouvert sur ses voisins. Et donc, c'est essentiel que les forces soient convergentes dans les plans de relance qui nous entourent. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui rentrent, et notamment une question pour Pascal et pour Fernand. Pascal, welke impact heeft de decarbonisering van de gassector op de economie, onder andere op vlak van jobcreatie? Ik stel voor dat jij er eerst op antwoordt, et puis Fernand, je propose que toi aussi tu t'exprimes par rapport à la décarbonisation du secteur gazier, la création d'emplois. Dank u. Wel, ik denk dat de staatssecretaris ook al aan verwezen heeft. Infrastructuur is sleutel voor een economie en dat heeft de geschiedenis aangetoond. Er zijn studies, OESO, IMF, die dat aangetoond hebben, dat er een hefboomeffect is. Als men infrastructuur ter beschikking heeft, dan heeft het een positieve economie, zowel op de werkstelling als op economie als dusdanig. Hier zou ik zelfs durven verder gaan. Ik durf verder gaan omdat de industrie, of ons land, zwaar geïndustrialiseerd is. Willen wij die industrie en die werkgelegenheid alleen al maar behouden, dan moeten wij als infrastructuurbedrijf de nodige oplossingen tijdig kunnen aanbieden, zodat die infrastructuur ook dat die industrie haar infrastructuur en haar werkwijze duurzaam kan laten evolueren, daarin kan investeren. Dus met andere woorden, dit is voor mij een no regret, dat is evident, en dat heeft ongetwijfeld een zeer zwaar effect
in de positieve zin van het woord, op onze werkgelegenheid en onze economie. En daar, ik zou trouwens een beroep willen doen op de bevolking. Als ik zie wat de impact soms is van infrastructuurwerken en de gevoeligheden, toch beroep doen op laten we maar zeggen, de openheid van de bevolking, een begrip van de bevolking, om ons toe te laten die noodzakelijke werken te kunnen doen. Die zullen op termijn een heel positief effect hebben op ons allen. Oui, moi j'aurais voulu compléter ce que dit Pascal en insistant sur le caractère local des emplois qui sont liés à nos infrastructures. Si on parle de biométhanisation, c'est quand même quelque chose qui permet de renforcer ou de préserver un tissu agricole qui est évidemment local. Si on parle de gestion des réseaux, et on a au moins tous convenu sur le fait que les réseaux allaient avoir une position assez clé dans les défis de demain et d'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, quand ils pensent à tout cela, se demandent d'abord s'ils vont délocaliser, s'ils vont fermer, s'ils vont gagner moins. Nous, on voit vraiment, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de réelles perspectives d'un emploi local. Les gens de Rest, ils travaillent en Wallonie, les gens de Fluvius, ils travaillent en Flandre, les gens de Sibelga, ils travaillent à Bruxelles. Donc c'est un emploi qu'on ne délocalise pas. Et ça, je pense que pour nous, ça doit être aussi quelque chose d'important. À nouveau, pas qu'on ne délocalise pas un emploi qui coûte très cher, non, qu'on a une efficacité opérationnelle qui permet de préserver un tissu d'emploi local. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, et à une époque, il n'y en a pas tellement, on ne doit peut-être pas passer à côté. Une question suivante, c'était une question pour Pascal. Pascal, welke proportie van het gasnet zal er gebruikt worden voor waterstof te gaan vervoeren in de toekomst? Maar ik zou niet antwoorden met zal. Ik zou zeggen met kan. Het volledige net kan gebruikt worden. Uiteraard zijn daar limieten aan. Waterstof is nu eenmaal een andere moleculen, is een andere energiecarrier en heeft andere eigenschappen dan aardgas. Maar de infrastructuur kan volledig heringezet worden. Uiteraard met onder andere operationele modaliteiten. De vraag is niet zal, de vraag is wat is de markt op welk moment? Opnieuw. Als de markt vandaag een combinatie is van waterstof, of morgen een combinatie is van waterstof en aardgas, en biomethaan, en misschien nog andere moleculen, bijvoorbeeld ook transport voor CO2. Ons aardgasnet kan ook gebruikt worden voor transport van CO2, zonder enig probleem trouwens. Dan gaan we moeten kijken hoe kunnen we, zeker in die transitiefase, zo weinig mogelijk investeren om een maximale capaciteit ter beschikking stellen die de markt op dat moment nodig heeft, zodanig dat wij onze investeringsprogramma aanpassen en geleidelijk aan die overschakeling gaan doen. Maar wij kunnen alles recupereren in de mate dat wij uiteraard... We moeten wel investeringen doen in bepaalde installaties, maar de basis kan gerecupereerd worden. Dank u, Pascal. J'ai une dernière question pour Monsieur Thomas Dermine. Disposer et garder des compétences dans les volets de CO2 et d'hydrogène est primordial pour la Belgique. Et c'était vrai que nous aurons besoin de beaucoup d'innovation et de beaucoup de know-how pour pouvoir le faire. Y a-t-il des actions qui sont envisagées vis-à-vis des universités afin de les aider à pérenniser et créer les compétences en la matière? Merci pour cette question. Je pense que c'est une excellente question pour clôturer parce que tout part de l'ingéniosité humaine. Et pour réussir cette transition, il faudra des talents, et il faudra des talents en nombre. Et je pense que la Belgique a toujours eu un rôle particulier. Et je conclurai en fait en rappelant les différentes évolutions et les différents changements paradigmiques technologiques qu'on a connus. Et à chaque changement de paradigme, la Belgique a été pionnière dans ses talents. Dans la première révolution industrielle, basée sur le chemin de fer, basée sur les canaux, la Belgique avait les plus grands talents au monde. On a installé des réseaux de voies ferrées en Chine, en Amérique du Sud. Dans la deuxième révolution technologique, basée sur les technologies pétrolières, basée sur le nucléaire, là aussi, la Belgique a été à la pointe. On a eu et on a toujours les meilleurs ingénieurs nucléaires au monde. On se rappelle tous de certaines divisions de Tractebel qui travaillaient sur des centrales aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, pour les technologies qui vont être nécessaires pour décarboner notre économie, on doit développer cette excellence. Développer cette excellence dans les nouvelles technologies et garder aussi notre excellence dans les technologies existantes. Par exemple, je pense au nucléaire. Aujourd'hui, on va avoir un programme de sortie du nucléaire qui est parmi les plus rapides au monde. Il y a moyen de construire des compétences en matière de dénucléarisation et de démantèlement de centrales nucléaires et un talent qui pourra être utilisé ailleurs dans le monde quand d'autres pays
vont nous suivre. Idem sur l'éolien offshore, on a une compétence, on a une expertise qui est unique en Belgique. Il faut continuer à la cultiver parce que ce qu'on construit aujourd'hui dans la mer du Nord à proximité de nos frontières seront des compétences qui vont être utiles aux quatre coins du monde pour construire des filières industrielles véritablement porteuses pour la Belgique. Et donc oui, il y a besoin de travailler avec les universités. On a de la chance que, je pense que parmi la jeune génération, la question de la transition est une question qui vit très très fort. On se rappelle du mouvement porté par Greta Thunberg aux quatre coins du monde. Et donc, c'est des questions qui résonnent très très fort pour les jeunes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est transformer cette sensibilité en un engagement dans les matières scientifiques, dans les cursus en ingénieur. Et j'ai envie de dire, on n'a pas besoin que d'ingénieurs. On a aussi besoin, comme l'a rappelé Fernand, de travailleurs qui sont moins qualifiés, mais qui ont un engagement pour travailler sur les réseaux, la construction de nouveaux réseaux, l'entretien de réseaux. Et on a peut-être une réflexion qu'on va entamer avec les universités et les hautes écoles. On a peut-être des trous dans la raquette. Par exemple, en France, ils ont toute une série de profils techniques qui sont des bac+2, bac+3, qui existent très peu en Belgique, où on a soit des ingénieurs ou soit des travailleurs avec moins de qualifications. Et donc, il y a une réflexion aussi pour tous ces métiers liés à la transition qui demandent des qualifications techniques approfondies, mais pas nécessairement jusqu'à des filières d'une université. Et donc, il faut travailler là-dedans. Et je pense que la Belgique, là encore, doit anticiper et le gouvernement, en tout cas, va créer de la perspective pour que ces talents se révèlent dans les années à venir. Juste avant de clôturer, je ne sais pas, Fernand ou Pascal, si vous souhaitez encore réagir ou donner un dernier message. Moi, je voudrais bien remercier le gouvernement et en particulier le secrétaire d'État, puisque le gouvernement a été à l'écoute de nos plans, des possibilités qu'offre cette évolution des infrastructures. Et je crois qu'on est très enthousiaste pour ensemble, parce que c'est en partenariat. C'est une évolution qui se fait. Non seulement c'est une question de mais c'est aussi une question de partenariat entre le gouvernement, l'industrie, les opérateurs d'infrastructures. Et je crois qu'on a bien démarré pour faire un succès et pour positionner la Belgique dans cette transition énergétique d'une façon excellente. On me reproche souvent de parler trop, donc je n'ajouterai rien, sauf merci Thomas de nous avoir rejoints. C'est un signal fort, évidemment, du gouvernement, ta présence chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et peut-être juste pour conclure, je suis ravi d'être ici, mais je pense que c'est vraiment un engagement qui est partagé au sein du gouvernement avec la ministre de l'Énergie et qui a une volonté très large au sein du gouvernement de positionner la Belgique en pointe sur ces questions liées à la transition. Je regarde l'heure et malheureusement, je dois clôturer ce débat fort intéressant. Encore beaucoup de questions que nous aurions pu poser aux trois intervenants, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Le secteur de l'énergie fait face à des changements très, très importants, notamment pour réduire les émissions nettes de CO2 à 0 en 2050. Et pour atteindre cet objectif, une transition énergétique forte sera importante, dans laquelle les molécules vont continuer à jouer un rôle, que ce soit le biogaz, de l'hydrogène ou les combustibles gazeux dérivés. Et les réseaux sont véritablement clés dans cette transition. Et comme vous l'avez pu l'entendre, les gestionnaires de réseau prennent leurs responsabilités et ils s'engagent dès aujourd'hui à réaliser les défis qui se présentent à eux. Blijft mij nog enkel over om jullie te bedanken, mijn sprekers te gaan bedanken, meneer staatssecretaris, meneer Dermin, de heren De Buc en Griffney. En onze volgende webinar zal plaatsvinden op 24 september. En daar zullen we gaan kijken naar de uitdagingen die low emission mobility, lage emissie mobiliteit met zich meebrengt. En ook wat dat wij als netbeheerders als ambitie hebben op dat vlak. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u en tot ziens.